Téhéran brûle et je ne le dis pas métaphoriquement ni par effet dramatique. Je le dis parce qu'à l'instant même où vous entendez ces mots, des missiles iraniens frappent le territoire israélien. Des maisons entières sont la proie des flammes à Tel Aviv et l'homme qui commande l'arsenal nucléaire le plus dangereux de la planète se cache dans un bunker souterrain blessé, défiguré, peut-être mort. Et personne, absolument personne, ne peut confirmer s'il respire encore. Mais ce n'est pas cela qui devrait vous empêcher de dormir. Ce qui devrait vous empêcher de dormir, c'est ce que les grands médias occidentaux n'osent pas vous dire clairement. Donald Trump, l'homme qui a promis de mettre fin à toutes les guerres, l'homme qui s'est présenté au monde comme le grand artisan de la paix, vient d'admettre publiquement ce que ses propres généraux nient avec véhémence depuis des semaines. Vladimir Poutine aide l'Iran. Oui, le président des États-Unis, regardant droit dans les caméras de Fox News, a prononcé ces mots sans sourciller. Et si cela ne vous semble pas assez explosif, attendez de voir la suite, car ce que vous allez découvrir change complètement la donne dans cette guerre. Il s'avère qu'un membre du cercle restreint de l'administration Trump s'est farouchement opposé à la décision d'attaquer l'Iran. Un nom que nous soupçonnons tous mais que personne n'ose prononcer à voix haute. Et parce que Hegseth, le secrétaire à la défense le plus controversé de l'histoire récente des États-Unis, vient d'annoncer que le plus important raid aérien contre le sol iranien depuis le début de ce conflit est prévu dans les prochaines heures. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre est sans précédent dans l'histoire récente du Moyen-Orient. Bienvenue. Commençons sans plus attendre. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, cette force d'élite que les analystes occidentaux sous-estiment depuis 20 ans avec les conséquences qu'il paie aujourd'hui dans le sang, vient de lancer la 45e vague de ce que Téhéran appelle officiellement l'opération Promesse véritable. 45 vagues. Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre, car il révèle tout ce qu'il faut savoir sur la véritable nature de cette guerre. Nous ne sommes pas face à un conflit qui se déroule par cycle d'escalade et de désescalade, comme ceux que nous avons connus ces dernières décennies. Nous sommes face à une guerre d'usure méthodique et systématique, calculée dans les moindres détails spécifiquement conçue pour épuiser les défenses ennemies avant le coup final. 20 missiles dans cette vague, seulement 20. Et j'entends déjà les analystes des grandes chaînes occidentales vous dire que c'est un signe d'affaiblissement iranien, que les mollahs perdent de leur influence, que le régime des ayatollahs est à l'agonie. Permettez-moi de vous dire quelque chose que ces analystes n'admettront jamais, ils mentent, ou au mieux, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Lors de la première vague de l'opération True Promise, l'Iran a lancé 90 missiles en une seule journée. 90. Et aujourd'hui, il n'en lance que 20. Cela signifie-t-il que l'Iran est à court de munitions? Non. Cela signifie que l'Iran n'a plus besoin de déployer 90 missiles pour obtenir le même résultat. Ces cibles défensives ont déjà été neutralisées. Les radars israéliens et américains qui détectaient les tirs ont été détruits dès les premières semaines du conflit. Les systèmes Patriot chargés d'intercepter les missiles en vol ont été saturés et rendus inopérants. Aujourd'hui, 20 missiles iraniens ont exactement la même capacité de destruction que les 90 du premier jour, car plus rien ne peut les arrêter. Pendant que vous assimilez cette information, laissez-moi vous décrire ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, car c'est là que se déroule réellement cette guerre. Pas sur les cartes à flèches rouges et bleues que l'on vous montre à la télévision, ni lors des conférences de presse du Pentagone. Dans ce passage maritime large d'à peine 54 km, transite 20% du pétrole consommé par la planète entière. Mais avant d'en arriver là, je tiens à vous signaler un article paru il y a quelques heures seulement dans le Wall Street Journal qui devrait déclencher une crise diplomatique majeure. Le plus important journal du monde financier occidental vient de révéler que les États-Unis demandent d'urgence des navires de guerre supplémentaires pour protéger les navires marchands dans le détroit d'Ormuz. Relisez bien, le pays doté de la marine la plus puissante de l'histoire de l'humanité, celui qui déploie 11 groupes aéronavals dans les océans du globe, réclame davantage de navires pour protéger le trafic maritime des vedettes rapides et des drones iraniens. Si cela ne vous éclaire pas sur la véritable nature de cette guerre, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Pendant ce temps, le secrétaire à la Défense, M. Hegseth, s'est présenté devant le Congrès et a prononcé l'une des déclarations les plus cyniques que j'ai entendues depuis le début du conflit. Il a déclaré, et je cite, « La seule chose qui empêche actuellement le transit par le détroit d'Ormuz, ce sont les tirs iraniens sur les navires.
Si l'Iran cesse de le faire, le détroit est ouvert à la navigation. Il faudrait expliquer à M. Exet qu'il y a quelques mois à peine, il promettait lui-même de détruire la marine iranienne dès les premières heures du conflit. Il faudrait lui rappeler que c'est lui qui a ordonné le sabordage d'un navire de guerre iranien revenant d'un défilé militaire avec l'Inde, un navire avec plus de 120 marins à son bord, non armés en eau internationale. C'est lui qui a tenté de justifier ce crime de guerre en prétendant que le navire aurait pu servir à bloquer le détroit. Il ne bloquait rien. Ses marins rentraient chez eux, mais Exet les a quand même tués. Et maintenant, il ose se présenter devant les caméras et parler de liberté de navigation. Voilà la guerre qu'on nous vend comme une victoire occidentale. Mais revenons à l'essentiel, car les grands médias dissimulent systématiquement depuis des semaines un aspect de ce conflit que tout le monde devrait se poser. Pourquoi 50 000 soldats américains déployés au Moyen-Orient, dotés de toute la technologie militaire du XXIe siècle, sont-ils incapables de protéger les bases où dorment leurs camarades? Nous avons vu des images et des vidéos diffusées par des sources iraniennes et russes montrant d'importants contingents de militaires américains évacués de leurs bases dans des conditions loin d'être héroïques. Des soldats rapatriés depuis des hôtels des Émirats arabes unis des installations en Arabie saoudite à Bahreïn. 50 000 hommes qui en théorie étaient là pour maintenir l'ordre dans la région et qui au moment de combattre se sont retirés sans opposer de résistance. Et savez-vous ce que fait l'administration Trump pour remédier à cette situation? En envoyant 2500 Marines supplémentaires. 2500, non pas comme une force de combat déployée directement contre l'Iran, mais comme ce qu'ils appellent une unité expéditionnaire à réaction rapide. Cette unité arrive dans une région où le régime qu'elle est censée contenir a déjà détruit tous les systèmes de défense qui auraient pu la protéger. C'est comme envoyer des pompiers sans eau éteindre un incendie qui a déjà ravagé un bâtiment. Voici l'information que personne ne veut entendre, mais qui change radicalement tout ce que nous pensions savoir sur cette guerre. Brian Kilmeade de Fox News a demandé directement à Donald Trump s'il pensait que Vladimir Poutine fournissait une quelconque aide militaire à l'Iran. Trump a répondu avec la nonchalance de quelqu'un qui énonce une évidence. Il a dit, et je le cite aussi fidèlement que possible, « Je pense qu'il les aide un peu. » Oui, je suppose. Et il pense probablement que nous aidons aussi l'Ukraine. Ce à quoi le journaliste a rétorqué en soulignant que c'était effectivement le cas, et Trump a confirmé « Oui, nous les aidons aussi ». Cette déclaration a une portée que les principaux analystes occidentaux n'ont pas encore pleinement mesurée, car Trump ne l'a pas prononcée par hasard. Trump ne commet pas ce genre d'erreur lorsqu'il parle de dirigeants qu'il respecte, et Poutine est l'un des rares dirigeants mondiaux que Donald Trump respecte véritablement. Lorsque Trump aborde des sujets qu'il sait susceptibles d'atteindre, Poutine ou Xi Jinping, il choisit chaque mot avec une précision chirurgicale. Ce qu'il a choisi de dire en l'occurrence équivaut à un aveu public du piège géopolitique que sa propre administration s'est tendue. Alors que Trump admet que Poutine aide l'Iran et que ces derniers aident l'Ukraine, le commandant américain à l'OTAN, un certain W. Whitaker affirmait le contraire sur les mêmes plateaux télévisés, déclarant qu'il ne disposait d'aucune preuve publique que la Russie aidait l'Iran. Deux responsables du même gouvernement le même jour, affirmant exactement le contraire. Mais la déclaration de Trump recèle un enseignement encore plus profond. Un enseignement qui ne peut être compris qu'à la lumière de l'histoire russo-iranienne, une histoire qui contredit le récit qu'on nous sert. Savez-vous quelle est l'ironie la plus cruelle de toute cette situation? L'Iran, ce pays qui dépend aujourd'hui en partie des services de renseignement russes, pour frapper des cibles israéliennes et américaines avec une précision que beaucoup qualifient d'irréelle, et celui-là même qui nourrit une profonde rancune historique envers Moscou. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que le monde libre combattait le nazisme, les troupes de Staline envahissaient l'Iran aux côtés des forces britanniques. L'Iran ne l'a pas oublié. Les Iraniens qui ont vécu cette période l'ont transmise à leurs enfants et petits-enfants. Et pourtant, aujourd'hui, Poutine envoie des renseignements satellitaires, des technologies de guidage de missiles et probablement des conseillers militaires à un pays qu'il devrait considérer comme un ennemi historique. Pourquoi? Parce qu'en géopolitique, l'histoire personnelle n'a aucune valeur lorsque les intérêts stratégiques convergent. Poutine veut que les États-Unis s'épuisent au Moyen-Orient. Il veut que Washington épuise ses ressources humaines, financières et humaines dans une guerre qu'il ne peut gagner pendant qu'il consolide sa position en Europe de l'Est. À cette fin, l'Iran est le partenaire idéal, un acteur capable de nuire aux États-Unis
sans que la Russie ait à tirer un seul missile. Trump le sait, et c'est pourquoi il l'a dit. C'est pourquoi il a été honnête lors de cette interview, contrairement à ses propres généraux. Trump sait que mentir à Poutine sur ce que Washington sait de la situation se retournerait contre lui. Le Kremlin a ses propres sources, sait parfaitement ce que Washington sait, et Trump préfère s'exprimer à la télévision et énoncer l'évidence plutôt que de construire un mensonge auquel personne à Moscou ne croira. Mais cette honnêteté a un prix, et ce prix est payé en ce moment même dans le détroit d'Ormuz. Car la véritable guerre dans ce conflit ne se mène pas avec des missiles balistiques ou des porte-avions. On combat ce conflit avec une arme qui ne figure dans aucun arsenal officiel et qui pourtant dévaste l'économie occidentale plus efficacement que n'importe quelle bombe. On l'évite grâce à la fermeture partielle du détroit d'Ormuz. Attention, je vous prie d'être très attentifs, car ce que je vais expliquer est ce que les ministres des Finances européens ne veulent surtout pas que leurs citoyens comprennent. Il n'est pas nécessaire de fermer complètement le détroit d'Ormuz pour dévaster l'économie mondiale. Il suffit qu'il existe une possibilité crédible qu'un pétrolier tentant de le traverser soit attaqué. Il suffit que les assureurs londoniens augmentent leurs primes d'assurance contre les risques de guerre à des niveaux qui rendent le transport de pétrole brut économiquement non rentable. C'est tout ce qu'il faut et c'est déjà en train de se produire. La France et l'Italie, censées être les alliés de Washington dans ce conflit, contactent discrètement l'Iran depuis des semaines, essayant de garantir le passage en toute sécurité de leurs navires à travers le détroit. Elles n'agissent pas ainsi par solidarité avec l'Iran. Ils agissent ainsi car leur industrie pétrochimique commence à subir les conséquences d'une pénurie dont les médias ne rendent pas encore compte de l'ampleur réelle. Alors que l'Europe négocie seule avec l'ennemi déclaré de son plus puissant allié, le président Emmanuel Macron, a prononcé une phrase qui mérite d'être gravée dans le marbre. Macron a déclaré que la hausse des prix du pétrole ne devait en aucun cas nous amener à modifier notre position envers la Russie. Il était sérieux, et dès le lendemain, ses diplomates étaient à Téhéran pour obtenir des garanties pour leurs pétroliers. Voilà la cohérence stratégique de l'Occident dans cette guerre. Mais attendez, car le plus choquant dans ce qui se passe aujourd'hui reste à venir. Et cela concerne directement les pays du Golfe Persique, ces petits royaumes qui, pendant des décennies, se sont présentés au monde comme des paradis financiers protégés par le parapluie militaire américain. La Corée du Sud a dépensé des fortunes pendant des années pour des batteries de missiles antibalistiques THAAD, le système de défense le plus avancé que Washington vend à ses alliés. Ce système n'est plus en Corée du Sud. L'administration Trump l'a démantelé et transféré à Israël, ce qui signifie que la Corée du Sud est aujourd'hui militairement exposée à Kim Jong-un. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les systèmes anti-aériens censés protéger les bases militaires américaines en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis au Koweït et à Bahreïn ont été rendus inopérants dès les premières semaines du conflit. Non pas qu'ils aient été physiquement détruits, mais parce que les radars qui les contrôlaient ont été neutralisés par des drones iraniens. De petits drones bon marché ont infiltré les systèmes de détection et anéanti l'infrastructure qui justifiait la présence militaire occidentale dans la région. Désormais, les chers sont confrontés à une réalité qu'ils auraient jugée inconcevable il y a à peine 6 mois. Ils ne peuvent plus compter sur la protection des États-Unis. Ils n'ont plus la certitude que si des troupes iraniennes ou des milices du Hezbollah décident de franchir leurs frontières demain, un bouclier américain les arrêtera. Cette insécurité a des conséquences géopolitiques qui n'ont pas encore fait la une des journaux, mais qui domineront le paysage du Moyen-Orient pour les années à venir. Parlons maintenant d'un homme qui est confronté aux décisions les plus difficiles de sa vie. Un homme qui a patiemment bâti pendant 40 ans une stratégie d'endiguement tel un moine bouddhiste et qui voit aujourd'hui toutes les pièces qu'il a soigneusement placées sur l'échiquier se mettre à bouger d'elles-mêmes. Parlons d'Ali Khamenei, ou plus précisément, de l'homme qui occupe la fonction qu'a occupé Khamenei pendant 35 ans. Selon des informations obtenues de sources proches des services de renseignement iraniens et divulguées aux médias européens, il est blessé, probablement défiguré et possiblement incapable d'apparaître en public. Le nouveau guide suprême de la République islamique d'Iran, une fonction qui concentre un pouvoir réel plus important que tout autre dans le monde islamique, a publié hier une déclaration écrite. Ni discours, ni vidéo, ni apparition devant une foule. Un texte, rien qu'un texte. Et ce texte, selon Exet, lui-même qu'il a lu devant le Congrès,
était un appel à l'unité plutôt timide. Hexet a ajouté que l'Iran possède des millions de caméras et d'enregistreurs vocaux et a demandé de manière rhétorique si le guide suprême se porte bien, s'il est en bonne santé, s'il est apte à gouverner, pourquoi il n'y a aucune vidéo, aucune image, pourquoi il n'y a qu'un bout de papier avec des mots. La réponse que personne à Téhéran n'ose prononcer est celle que tout le monde murmure. Le bunker où le guide suprême s'abritait a été touché 4 jours plus tôt par des missiles américains. Il ne s'agissait pas de missiles ordinaires, c'étaient des missiles Tomahawk Block les plus sophistiqués de l'arsenal conventionnel américain. Des missiles qui, lorsqu'ils contiennent un excès de carburant, au moment de l'impact, transforment ce carburant en un agent thermobarique qui incinère tout dans le rayon de l'explosion. La même chose s'est produite dans cette école de Mina où 176 filles ont péri un crime de guerre qui devrait faire la une de tous les journaux du monde et que les principaux médias occidentaux mentionnent à peine en passant. Et justement, parlons de ce crime, nous ne pouvons pas avancer sans aborder ce qui s'est passé dans cette école. Car ce qui s'y est produit n'était ni une erreur de calcul, ni une défaillance des services de renseignement, ni des dommages collatéraux inévitables lors d'une opération militaire légitime. Ce qui s'est passé dans cette école iranienne est précisément ce que les sénateurs démocrates Chris Van Hollen et Elizabeth Warren qualifient de crime de guerre. Ils exigent la destitution du secrétaire à la défense Hexet pour l'avoir ordonné. Ce même Hexet qui, la veille de l'attaque, déclarait publiquement que toutes les règles de la guerre devaient être bafouées pour écraser l'ennemi. Ce même Hexet qui, le lendemain, a tué 176 jeunes filles. Le déroulement des événements est bien connu. Un premier missile Tomahawk a frappé le bâtiment, faisant peu de victimes. Les survivants, suivant le protocole d'urgence répété par leurs professeurs, se sont réfugiés dans une zone de sécurité à l'intérieur du bâtiment, puis le second missile est arrivé visant directement cette zone. Le système de retardement du Tomahawk Block 4 lui a permis de pénétrer la structure avant d'exploser, et le carburant restant a fait le reste. Les parents arrivés à l'école ont découvert les corps de leurs filles entièrement carbonisés. 176 vies, 176 familles. Et la justification officielle de Washington. Les cibles auraient été sélectionnées par une intelligence artificielle, comme si une machine pouvait être tenue pour responsable des actes des humains qui la programment. Comme si la signature d'un traité international interdisant les attaques contre des cibles civiles comportait une clause stipulant sauf lorsque l'intelligence artificielle appuie sur le bouton. Scott Ritter, ancien inspecteur des Nations Unies pour le désarmement, a prononcé une phrase qui résume parfaitement la situation. Hexet devrait être démis de ses fonctions, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi parce qu'il a commis un crime violent, les traités internationaux signés par les États-Unis. De plus, un responsable qui affirme publiquement que toutes les règles de la guerre doivent être bafouées et qui tue ensuite des enfants représente un danger pour l'armée même qu'il commande. Mais vous savez comment cela se passe. Les sénateurs peuvent protester, les alliés européens peuvent appeler discrètement leurs homologues à Washington, des juristes internationaux peuvent rédiger des rapports que personne au Pentagone ne lira. Hexet reste en poste et selon les dernières informations, il planifie toujours ce qu'il a lui-même promis être la plus grande campagne de bombardement contre l'Iran depuis le début du conflit. Il le promet depuis mercredi, puis l'annonce pour jeudi, puis pour vendredi. Et pendant que ces promesses sont repoussées, l'Iran continue de lancer des missiles sur Tel Aviv avec une précision d'horlogerie suisse. Des missiles n'ont plus besoin de pénétrer les batteries de défense intactes pour atteindre leur cible, car ces dernières semaines, Israël a perdu le contrôle de son espace aérien, même s'il ne l'a pas reconnu officiellement. Les défenses anti-missiles balistiques israéliennes sont toujours formellement opérationnelles, mais elles ont été submergées d'une manière que les stratèges ayant conçu le système Dôme de fer il y a 15 ans n'auraient jamais imaginé. L'Iran a trouvé le moyen de faire s'effondrer le système, non pas en le détruisant, mais en le bombardant simultanément, jusqu'à ce que ses capacités de riposte soient saturées. Et maintenant, des maisons brûlent à Tel Aviv, des images qui circulent sur les réseaux sociaux et que les grands médias occidentaux ne mettent pas en une. Et il y a une question que Benjamin Netanyahou, le stratège implacable, celui qui a passé des années à calculer chaque coup sur cet échiquier avec la précision d'un joueur d'échecs, doit se poser en ce moment même avec une angoisse sans doute inédite dans sa vie politique. Jusqu'où ce conflit peut-il se prolonger avant qu'Israël ne soit contraint
d'activer des options écartées depuis des décennies. Je ne vous demande pas d'avoir foi en ce qui va arriver. Je vous demande simplement de prendre en compte les faits déjà connus. 5 bombardiers B-52 Stratofortress sont stationnés sur la base aérienne britannique de Fairford. 5 des bombardiers les plus destructeurs jamais construits par l'humanité. Des appareils capables d'emporter 22 tonnes d'armement conventionnel ou nucléaire. Des avions spécifiquement conçus pour des missions de bombardement stratégique, contre des cibles fortifiées, contre les attaques conventionnelles comme des bunkers souterrains, des installations d'enrichissement d'uranium construites sous des montagnes de roches et l'usine de Fordow, enfouie à 90 mètres sous terre, dans une base militaire protégée par des batteries anti-aériennes qu'aucun missile de croisière ne peut atteindre efficacement. Les B-52 n'ont pas été envoyés en Europe pour des meetings aériens. Ils l'ont été car il existe en Iran des cibles inaccessibles au Tomahawk et qui nécessitent des bombes anti-bunker à haut rendement que seuls ces appareils peuvent emporter en quantité suffisante pour garantir le succès des opérations. Et pendant que 5 B-52 patientent à Fairford, 2500 Marines du corps expéditionnaire des Marines sont déployés au Moyen-Orient. Non pas pour défendre qui que ce soit, ni pour protéger les alliés du Golfe déjà vulnérables, mais pour faire exactement ce que font les Marines américains lorsqu'ils sont déployés en zone de conflit, préparer le terrain pour l'avenir. Eh oui,